Bienvenue dans Entre quatre planches, l'émission mortelle pour les auteurs de polar. Aujourd'hui, nous recevons Olivier Bal pour La Meute, paru aux éditions XO. Ce nouveau thriller va vous donner des sueurs froides, croyez-moi. L'incipit donne le là. La Meute s'ouvre sur ces 4 mots. Hassan Mansour a peur. Et vous aussi, vous aurez peur, je vous le garantis. Car l'ange noir s'abat sans crier gare sur ses victimes. Il ne les tue pas vraiment. Il les enterre vivantes, puis attend qu'elles meurent, étouffées. Pendant ce temps, il dépose 2 ailes face à face. L'une blanche, appartenant à une colombe, l'une noire, provenant d'une corneille. Qui est cet assassin qui, comme pour Daniel Chassagne, s'en prend souvent à des gens importants, des hommes politiques proches des mouvances d'extrême droite? C'est ce mystère que va devoir résoudre Sofia Giordano, une formidable flic des ombres, dévastée par la mort de son frère Bilal, qui travaille à la sous-direction de l'antiterrorisme. Le lieutenant Gabriel Geller ne tarde pas à la rejoindre. Lui doit enquêter sur l'assassinat à Paris de réfugiés dont les corps ont été atrocement lacérés. Évidemment, vous vous en doutez, ces 2 affaires ne sont pas sans lien. Mais je ne vous en dis pas plus. La suite, c'est Olivier Bal qui va vous la raconter. Allons le chercher. Bonjour Olivier Bal. Bonjour Amélie. Entrez. Bienvenue dans Entre quatre planches. Écoutez, merci. C'est l'émission mortelle pour les auteurs de polar. Tout un programme. Allons-y. Ah oui, d'accord. Ok, c'est donc du sérieux. Je pensais que c'était simplement l'intitulé de l'émission, mais on est dans le concret. Eh bien oui. Je me suis d'ailleurs dit, Olivier, qu'à la fin de La Meute, vous écriviez que lorsqu'on fait face à la mort, on n'en sort pas indemne. Tout à fait, c'est un peu le sujet. C'est le moment ou jamais, si vous le souhaitez, de faire demi-tour. Non, je reste là, Amélie. Ah, merci. Alors on y va. Prenez place, je vous en prie. Très agréable, c'est confortable. Eh bien tant mieux, car vous allez y passer un petit moment, si vous le voulez bien. Avec plaisir. Est-ce que vous avez une idée, Olivier, du nombre de personnages que vous avez tués depuis Les Limbes? Votre thriller fantastique l'avait paru en 2015. Absolument pas, Amélie. Vraiment, c'est une question que je me suis sincèrement jamais posée. Je m'attache pas spécialement au nombre de cadavres que je laisse derrière moi dans les livres, plus à la construction, à l'histoire que j'ai envie de raconter. Après la série Les Limbes, vous avez écrit une trilogie. Oui, avec Paul Green. Voilà, qui inaugurait l'affaire Clara Miller. Et je me suis demandé, en préparant cette émission, si au fond, en 8 romans, vous aviez acquis une certaine expérience de l'assassinat, ou si ça vous coûtait toujours autant de tuer des gens. C'est jamais facile. Ce qui est toujours compliqué, c'est de raconter en effet des scènes de meurtre qui en effet vont entretenir le rythme dans un thriller, qui font partie de l'ADN d'un thriller, sans sombrer dans la complaisance, dans l'horreur. Moi, c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal, donc j'essaie de pas être dans la surenchère. Voilà, ça fait partie de l'histoire, mais c'est pas au cœur de l'histoire. Y a-t-il un personnage que vous avez eu particulièrement de la peine à voir mourir ? Alors oui, ça va divulgacher un peu pour les lectrices et les lecteurs. Pas trop, hein, ne divulgachez pas trop. Hein. Mais en effet, dans Roche de sang, qui est un roman qui était pensé comme une odyssée tragique, je voulais d'emblée que le roman se termine assez mal pour la plupart des personnages. Donc c'est des personnages auxquels j'étais très attaché, dont j'ai dû me séparer. Moi, j'ai eu beaucoup d'émotions à les quitter. Et nous à le lire d'ailleurs. A priori aussi, donc oui, ça c'était très dur, sur Roche de sang, oui. J'imagine que c'est pas de gaieté de cœur que vous avez fait souffrir pour le coup les victimes de l'ange noir dans des conditions aussi atroces. Tout à fait, c'était l'idée en effet de plonger ces personnages qui vont être assassinés et qui sont assassinés de manière assez horrible puisqu'ils sont enterrés vivants et qui sont conscients tandis qu'on leur jette des monceaux de terre sur le visage et sur le corps. C'est atroce. En fait, c'était cette envie aussi, voilà, encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, d'aller sur la psychologie plutôt que l'horreur. C'est plus être dans la tête de ces personnages, c'est pas une scène qui est violente, qui est sanguinolente, mais simplement cette psychologie de se voir partir, de se sentir mourir et d'être totalement impuissant. Et puis l'effroi. L'effroi, absolument, oui. Est-ce que vous pensez souvent à votre mort, vous, Olivier ? Pas tant que ça, en réalité. J'essaye de vivre, l'instant présent et de suivre un peu une règle dans ma vie depuis quelques années, c'est des remords plutôt que des regrets, notamment en me lançant dans l'écriture. J'étais journaliste avant, en prenant ces chemins de vie, en essayant tout le temps de me donner la chance de faire les choses. J'espère ne pas avoir trop de regrets et du coup peut-être
quand la faucheuse arrivera, de me dire « Allez, c'est bon ». C'est bon. Est-ce que vous avez déjà pris vos dispositions? Absolument pas. Vous savez pas si pour vous, ça sera plutôt inhumation ou crémation? Ah, ça sera crémation, c'est sûr. Ça, je le sais, mais en tout cas, pour le reste, j'ai pas fait de testament. Je n'en parle très peu à ma femme, donc en effet, je ne sais même pas où sont les mots de passe, les codes, les machins, les trucs. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'échappe un petit peu. Est-ce que vous avez une idée de votre épitaphe? Absolument pas non plus. Je pense que l'épitaphe doit être écrite par ceux qui restent, pas par celui qui part. C'est un peu présomptueux et prétentieux de laisser la phrase qui nous définira. Oui. Je sais pas ce que j'aimerais qu'on garde de moi. Peut-être que j'ai essayé d'être quelqu'un de bien, tout simplement. Voilà. C'est beaucoup déjà. Ouais, c'est déjà pas mal. Est-ce que vous vous êtes déjà allongé dans un cercueil? Écoutez, Amélie, jamais. Est-ce que vous accepteriez d'ouvrir avec moi ce cercueil? Bah, bien sûr, on est là pour ça. Hein. Allez, on y va. Allez. Allez. Ok. Attention, c'est un peu lourd, hein? Ça va, ça va. Hop. Ok, c'est très engageant tout ça. En plus, c'est doublé. On voit qu'il y a un vrai effort qui est fait. C'est sympa. Ouais. Quand faut y aller. Hein? Faut y aller? Bien, écoutez, ce fut un plaisir, Amélie. Hop. C'est confortable, hein. On sent qu'il y a un petit effort qui est fait. Alors le coussin, par contre... Le coussin quoi? Moi, j'aurais mes petites exigences. Hein. Je demanderais un coussin vraiment un peu plus mémoire de forme. Quand vous serez mort pour de vrai? Eh ouais, jusqu'au bout, hein. Jusqu'au bout, faut le confort, quoi. C'est donc très particulier quand même de se retrouver là. C'est bon? On blague, mais ouais, non, c'est vraiment un moment, un sentiment très étrange. Très Eh bien, l'heure de notre interview mortelle a sonné. Allons-y. Est-ce qu'il vous arrive souvent de faire le mort, Olivier, de ne plus donner de nouvelles? Alors, je peux être un ami, je pense beaucoup aux gens que j'aime, mais il arrive que je ne leur donne pas assez de nouvelles, et je suis le premier à m'en vouloir, ouais. Que faites-vous pour tuer le temps? Je vois pas le temps passer, j'ai l'impression que je manque toujours de temps, et en même temps, l'ennui est pas désagréable, l'ennui est toujours, je trouve, un peu productif, et il émerge des choses de l'ennui, surtout quand on écrit. Une idée est toujours un peu dans un coin de la tête, va peut-être émerger pendant qu'on s'ennuie. Et pour vous, qu'est-ce qui est une question de vie ou de mort? Une question de vie ou de mort. Écrire, je pense vraiment, c'est quelque chose qui m'habite, qui me possède, et j'en ai vraiment intrinsèquement besoin. Aujourd'hui, ça fait partie de moi, celui que je suis, donc en effet, je pense que ça pourrait être compliqué de ne plus écrire. Continuez. Merci. Quand vous sentez-vous la mort dans l'âme? En fait, je réalise... je suis pas quelqu'un de fondamentalement triste, malgré les choses sombres que je peux écrire. Je crois que je suis plutôt quelqu'un de joyeux, j'espère. Tant mieux. Ouais, je suis pas... j'ai pas des grands moments de tristesse profonde. Et qu'est-ce qui vous fait mourir de rire à l'inverse? Plein de choses. Des comiques, je pourrais citer Ricky Gervais, Steve Carell dans The Office, le film The Party de Black Edwards. Et les gens que j'aime, mes copains, me font mourir de rire, dont pas mal d'auteurs de polar. Quand on se retrouve ensemble, je crois qu'on rit beaucoup. Dans quelle situation vous dites-vous qu'il n'y a pas mort d'homme? Alors, j'aime bien relativiser, donc essayer tout le temps de remettre en perspective les choses quand on a des problèmes, des soucis qui nous tombent dessus. Même si je suis le premier des fois à perdre pied, à être un peu débordé par les choses qui m'embêtent, qui m'angoissent, mais j'essaie toujours, un moment de prendre un peu de recul en me disant bon, le verre il est aussi un peu à moitié plein quand même. Comment faites-vous pour rompre un silence de mort, Olivier? Alors, ceux qui me connaissent répondraient bien mieux que moi, mais je crois que le silence n'a pas beaucoup de place dans ma vie parce que je suis quelqu'un de très bavard. Et pas mal de copines et de copains me critiquent, en rigolant là-dessus. Quel est votre cadavre dans le placard? Alors, mon cadavre dans le placard, c'est un truc dont je parle pas beaucoup. C'est moi. C'est Olivier, à 17 ans, qui part à l'autre bout du monde pour vivre des choses un peu extraordinaires, vivre une aventure. Il cherchait à vivre une aventure. Il va se passer un peu des trucs pas faciles pour lui là-bas, des gros problèmes de santé. Et il va être sauvé par l'écriture. Mais ça, c'est une autre histoire. Qu'est-ce qui pourrait signer votre arrêt de mort? Qu'est-ce qui pourrait signer mon arrêt de mort? Peut-être que ce que j'écris dans mes livres se réalise. Et c'est un peu l'angoisse qu'on a parfois. Non, faut surtout pas. C'est ça, c'est que certaines choses auxquelles on a pu penser, en se projetant sur les noirceurs de l'âme humaine, se réalisent. Ça, c'est quelque chose qui me terrifierait, vraiment. Et dernière question, pour vous, quelle est la phrase qui tue? Pour moi, la phrase qui tue, ça serait peut-être « je ne veux rien entendre ». Ces personnes qui ne veulent pas le dialogue dans une discussion,
un repas qui se ferme complètement à l'autre. Et je trouve que c'est quelque chose qui se développe de plus en plus depuis quelques années. C'est le manque de dialogue. On ne peut plus se parler. On surle à la gueule, on s'aboie dessus. On est tous des meutes de loups comme ça. Et c'est un peu ce dont je parle dans mon bouquin d'ailleurs. Alors je vous propose d'aller nous parler en sortant de ce cercueil. Parce Ça y est, j'ai le droit? Oui, on ne va pas y passer toute la vie. Non, mais je suis pas mal en fait. C'est vrai, vous voulez rester? Je vais rester là, vous pouvez le remettre le couvercle. Merci beaucoup de vous être prêté au jeu. Pas de problème. Attention pour la sortie. Ouais. Olivier, j'aimerais, si vous le voulez bien, que vous nous parliez un petit peu de la jeunesse de la meute. Dans les remerciements, vous expliquez que c'est l'un des livres les plus complexes qu'il vous ait été donné d'écrire, et je me suis demandé pourquoi. Absolument. En général, quand j'écris un livre, j'aime bien les livres qui survivent au temps, qui ne sont pas trop ancrés dans l'actualité. Donc tous les livres que j'ai écrits jusqu'à maintenant étaient un petit peu détournés comme ça de l'actualité, étaient des récits en décalage. J'avais tout le temps des thématiques qui parlaient de notre époque, mais voilà, l'imaginaire, la fiction, reléguer ça vraiment au second plan. Mais cette histoire, je la portais en moi depuis 5-6 ans. Elle m'a tourné autour très longtemps et finalement je me suis dit que c'était le bon moment pour en parler. En réalité, l'idée de la meute, elle est née de manière assez claire, cristalline, il y a 5-6 ans. Ouais. J'étais en visite au château de Pierrefonds. J'ai traversé la cour, j'ai entendu des cris, fracas, de la fureur. Je me suis approché, j'ai découvert quelque chose qui m'a donné envie de raconter une histoire sur ce sujet. Est-ce que ça aurait à voir avec le béour? Absolument. C'était en effet un combat de béour. Le béour, c'est un sport qui est assez méconnu, qui existe en France depuis les années 2000, en Europe depuis les années 90. Il s'agit d'affrontements en armure médiévale. C'est un sport à mi-chemin de la lutte, du MMA, et en effet, ces affrontements en armure. Et ce qui est assez impressionnant, donc moi, quand j'en ai été témoin, c'est la violence, l'intensité de ces combats. C'est pas du tout des mises en scène, c'est pas du tout chorégraphié, c'est vraiment des sportifs qui s'affrontent de manière très violente, en 5 contre 5, 10 contre 10, 20 contre 20, avec des règles assez précises. Et là, le but, c'est de mettre l'autre à terre. Dès qu'on pose genou à terre, on est éliminé. Et en fait, en voyant ces affrontements, en voyant aussi les réactions dans l'assistance, je me suis dit, il faut qu'un jour, je raconte l'histoire d'un jeune qui se retrouve propulsé là-dedans. En fait, pourquoi est-ce que ces jeunes ont ce besoin de retrouver cet aspect un peu médiéval, ce sens de la chevalerie, qu'est-ce que ça raconte aussi notre époque, et puis peut-être glisser sur ensuite un récit autour du fanatisme derrière. Et ce personnage, il s'appelle Louis, et c'est vrai que moi j'ai trouvé que c'était vraiment le charme de votre roman, qui est glaçant mais qui manque pas de charme, c'est qu'au fond, vraiment lever le voile sur cet univers, parce que dans les manuels en fait, scolaires du Moyen-Âge, on nous parle jamais du béour. Oui, on parle pas. Alors le béour, c'est vraiment une réappropriation des codes du combat médiéval, mais par contre, pour avoir discuté avec des gens qui font du béour, des entraîneurs, c'est un vrai sport. C'est ce que j'essaie de dire d'ailleurs dans le livre, parce que on glisse vraiment sur autre chose à partir du béour. En fait, le béour, le héros Louis va se lancer dans le béour, va trouver un sens à sa vie, mais rapidement va malheureusement être récupéré par d'autres personnes qui ont des intentions un peu moins louables. Non, disons pas trop. Mais par contre, le béour, c'est un vrai sport qui essaie de trouver vraiment une légitimité, un côté très officiel aujourd'hui, et donc qui est organisé en tournoi. Mais c'est vrai que c'est très spécial, quoi. C'est très spécial. Vous auriez pu choisir de donner n'importe quelle nationalité, Olivier, à Hassan Mansour, qui est la première victime du roman, et à sa veuve, la touchante Daria. Ils sont syriens, ils ont traversé 8 pays avant d'arriver en France. On sent bien à vous lire que la question des réfugiés vous tient à cœur. Je me suis dit qu'on avait plus l'habitude de l'avoir traité dans les médias, à la télévision ou à la une des journaux, que dans les thrillers. Oui. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous de nouer votre intrigue autour du drame des Syriens? C'était vraiment aussi l'envie de questionner le lecteur comme moi je me questionne moi-même. J'ai pas la prétention d'arriver et de donner des solutions. J'espère ne pas être trop donneur de leçons dans ce livre, mais simplement moi je m'interroge sur pas mal de choses. Et c'est un roman qui parle en effet des racines du fanatisme, d'une forme d'indifférence aussi généralisée. On parle pas mal de l'ultra-droite dans ce livre. Et souvent, les personnes pointées du doigt sont souvent les migrants, les personnes qui viennent de ces pays, qui traversent comme ça plusieurs pays pour rejoindre la France ou d'autres pays. Et c'était cette idée de leur redonner une identité. Quand on en parle dans les médias, c'est des chiffres, c'est des données.
ou alors c'est des personnes qu'on pointe du doigt, mais qui sont toujours des silhouettes assez indistinctes. Ce sont des photos qu'on voit de ces personnes qui sont sur des radeaux ou qui sont recalées à des frontières. Et moi, j'avais envie de raconter leur histoire, de leur redonner leur vie à ma toute petite échelle. Non, et encore une fois, en essayant de ne pas aller trop dans le cliché, donc on a essayé de rencontrer des personnes qui travaillent dans des associations de réfugiés, qui travaillent avec des Syriens qui m'ont aidé aussi pour la traduction de certaines expressions en arabe. Donc voilà, essayer d'être assez proche d'une forme de réalité quand même, et d'une forme de sincérité en tout cas, ça c'est sûr. C'est ce qui fait, je trouve, que votre roman peut se lire comme un thriller engagé. Vous mettez vos pas, donc vous voulez le dire, avec une certaine audace, je trouve, dans ceux des mouvements identitaires d'extrême droite, sans craindre d'ailleurs de dépeindre la violence qui les habite. Est-ce que c'était pour vous aussi peut-être une façon de montrer que polar et politique peuvent faire bon ménage ? Alors oui, il est vrai, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai toujours du mal à avoir des récits trop ancrés dans la réalité. Donc j'avais cette envie de parler des racines du fanatisme, j'avais cette envie finalement de parler du parcours d'un jeune qui va devenir une sorte d'adepte, qui va sombrer comme ça dans une sorte d'excès de croyance, et rapprocher finalement, j'avais déjà fait un roman qui parlait de l'endoctrinement, de l'emprise, ça s'appelait Méfiez-vous des anges, donc qui parlait des sectes, et ce qui est assez terrible par rapport à toute la documentation que j'ai faite autour des deux sujets, il y a des vrais points de recoupement, il y a des vraies similitudes. Donc à la fois parler des adeptes, donc ces jeunes en perte de repères qui sont en quête de sens, en effet, on retrouve un besoin de trouver une forme de foi qui les dépasse, d'avoir l'impression de faire partie d'une sorte de cercle d'élus. Et en parallèle, c'était aussi de m'intéresser à ceux qui tirent les ficelles, les semeurs de haine, ceux qui aboient, qui montrent le soi-disant le grand mal à combattre en France. Et donc parler de cette menace qui est réelle, puisque aujourd'hui, selon Europol, la menace, on va dire, terroriste d'ultra-droite est la seconde menace la plus importante en Europe. Donc on parle d'une vraie menace, tout en essayant toujours de ramener de la fiction, de ne pas être, j'ai pas la prétention de faire un essai sur la situation de l'ultra-droite en France et en Europe. Donc ramener de la fiction, c'était aussi digérer toute ma documentation pour réinjecter mon univers, mon imaginaire. La réussite de votre thriller tient à mon sens beaucoup à sa construction en 6 parties qui ont chacune en fait des titres chocs. Alors je les lis, Main rouge, Derrière la porte, Parmi les loups, Les 9 cercles, Semer le chaos et puis Pandémonium. Je me suis demandé si cette structure s'était imposée à vous d'emblée. Oui, en effet, les titres sont arrivés assez vite puisque moi je travaille quand même bien en amont ma structure. J'ai quelque chose. Il est important quand on fait un thriller d'avoir quasiment un mécanisme d'horlogerie. Tout doit bien s'imbriquer, surtout dans mon cas où j'ai plusieurs narrateurs à plusieurs époques. Il faut qu'il y ait une forme de précision et j'aime bien ce côté artisanat. Donc tout est assez écrit à l'avance. Donc j'avais ces titres de parties qui allaient jalonner l'histoire et en même temps je ménage toujours une part d'improvisation. Je laisse toujours la porte ouverte à un personnage qui veut parler et prendre plus de place. Alors justement, vous parliez de ces différentes époques. Effectivement, l'intrigue se déroule précisément entre le 3 février 2024 et le 4 juin 2025. Je me demandais pour quelles raisons vous aviez choisi que le roman tienne sur 1 an et demi à peu près, et surtout pourquoi, ça me paraît très intéressant, être dans une légère anticipation. Exactement, ce qui m'intéressait, c'est de parler, comme je vous le disais, de notre époque, avec un prisme un peu différent. Donc c'était intéressant de l'inclure dans notre moment, le moment qu'on vit en ce moment. Et donc j'avais envie en effet de parler de l'émergence comme ça d'un mouvement qui prend de plus en plus de place. En effet, on le voit aujourd'hui, malheureusement la fiction, la réalité rattrape un peu la fiction puisqu'on voit en ce moment pas mal de manifestations de gens d'ultra-droite, des gens qui défilent dans les rues sans que rien ne soit fait. Et donc en effet peut-être tirer la sonnette d'alarme face à cette indifférence, quoi. La figure de l'ange traverse vos 8 livres en quelque sorte. C'est vrai. Vous nous aviez déjà invités à nous méfier des anges, vous faisiez référence tout à l'heure à ce roman-là. Cette fois, vous créez un oxymore en associant l'ange à la noirceur. Qu'est-ce qui vous fascine autant dans la figure de l'ange et en quoi est-ce que cette figure est féconde d'un point de vue romanesque ? Ce qui m'intéresse, je crois, et c'est vrai que c'est quelque chose, merci de le relever, j'ai des tocs comme ça littéraires, je réalise que je crois à travers cette figure de l'ange qui m'intéresse, c'est notre rapport à la croyance, quelle qu'elle soit. Dans tous mes livres, c'est quelque chose qui sous-tend pas mal mes livres. Pourquoi est-ce qu'on a tant besoin ? Quand j'entends croyance, c'est au sens large. Ça peut être donc des religions, des groupuscules, des groupes, des clans, des familles. Pourquoi on a tant besoin de se prosterner ? Les rapports de l'individu face au groupe ?
Donc comme je vous disais, ça peut aussi être une famille. Donc finalement, l'ange sous-tend tout ça parce qu'il y a ce rapport à la croyance. Pourquoi est-ce qu'on a tant besoin de croire? C'est une sacrée question. Il y a des mots, Olivier, qui reviennent souvent, j'ai remarqué sous votre plume. Il y a les mots charognard, toujours au pluriel, cerbère, brute, et puis le monstre. Qu'est-ce que vous cherchez à sonder à travers la question de la monstruosité? Là, pour le coup, c'est très intéressant parce que c'est vraiment en raccord avec un personnage spécifique qui s'appelle Louis, qui est donc en effet celui qui fait du béour. Qui fait du béour et qui a une particularité, c'est qu'il est défiguré, il a un bec de lièvre, il a toujours vécu sa monstruosité comme un handicap, quelque chose qui l'éloignait du reste des hommes. Et donc il s'est renfermé dans sa coquille. Sa coquille, c'est son corps, il s'est forgé un corps de muscles, un corps de puissance, et son langage, c'est devenu la violence. Donc ce qui m'intéressait, c'est justement ça. C'est un personnage qu'on va dépeindre d'abord comme un monstre, et puis finalement qui va révéler aussi son humanité. Et j'aime jouer, pour moi, on vit tous dans des zones de gris. J'ai du mal avec les récits trop manichéens, et j'essaie d'avoir ces personnages qui sont très ambigus, complexes, qu'on peut tout à la fois détester, apprendre à comprendre, et peut-être même à la fin aimer. Je me suis demandé, en vous lisant, de quoi la meute, qui donne son titre au livre, était pour vous la métaphore. La meute, c'est vraiment ça, c'est notre époque. C'est cette époque où une époque de violence, et c'est pour ça que le récit est assez violent, assez sombre. Une époque où on ne se parle plus, on hurle. Une époque où on est enfermé dans nos clans, dans nos communautés. On a peur de l'autre. Et en fait, c'est un roman, je crois qu'il y a une scène, enfin il y a même, quelques mots qui résumeraient très bien ce que moi je veux raconter dans ce livre. C'est une scène, mais je ne vais pas la gâcher. Non. Mais par contre, c'est une main dans une autre en fait. Et une main, c'est deux mains liées ensemble, et je pense que c'est peut-être ce dont on a besoin un peu. C'est d'écouter l'autre et de s'intéresser un peu plus aux autres. Voilà. Les autres, si vous deviez leur conseiller un polar, en tout cas si vous pouviez emporter dans l'au-delà un polar qui vous a particulièrement marqué, à la fois en tant que lecteur et en tant qu'écrivain, ce serait lequel? Question absolument impossible. Amélie, vous le savez, vous qui aimez beaucoup les livres aussi, mais je pense que quand même objectivement, ça va être cliché ce que je vais vous dire, mais parce que c'est une évidence, ça serait James Ellroy, Le Dahlia Noir. Parce qu'il y a tout, c'est un livre somme, c'est un livre aussi qui m'a permis de me donner une certaine liberté, je pense, dans le rapport de la construction de ces personnages principaux. Les héros sont sombres, sont torturés, sont fragiles, sont faillibles, et ça c'est quelque chose qui me porte et me transcende. Et c'est un récit qui raconte aussi toute une époque, et puis c'est juste un grand livre. Donc voilà. Ça pourrait être votre dernier mot pour clore cette rencontre. Est-ce que vous accepteriez, avant de nous quitter, de nous dédicacer notre registre du souvenir? Ouh là là, avec plaisir.